ventilateur, bien sûr, qu'on doit dimensionner. Et bien sûr aussi, on doit aussi dimensionner la gaine que vous voyez ici. Donc, on doit dimensionner la gaine. Alors, comment fait-on, s'il vous plaît? Comment fait-on? Est-ce que quelqu'un peut-il me dire comment on fait? Allez, allez. Le diamètre. Mais le diamètre, comment on le calcule? Comment on le calcule d'après vous? Premièrement, il faut avoir des données, n'est-ce pas? Il faut avoir des données. Alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de connaître le volume que je dois souffler en mètres cubes par seconde, par exemple. D'accord? Ça, c'est une donnée que je dois avoir pour pouvoir calculer. Ensuite, j'ai besoin de quoi? Quel est l'autre paramètre dont j'ai besoin pour éventuellement calculer le diamètre de la gaine? J'ai besoin de la vitesse de soufflage. D'accord? J'ai besoin de la vitesse V de soufflage qui est en mètres par seconde. Et on va les voir, disons, les vitesses qu'il faut choisir, etc., pour pouvoir, si vous voulez, ne pas avoir trop de bruit. Donc, c'est des vitesses réglementaires qui doivent être, si vous voulez, choisies dans les réseaux aéroniques. D'accord? Très bien. Donc, en fait, j'ai la vitesse, j'ai le débit. Alors, vous allez me dire, monsieur, la vitesse, c'est un choix, on peut le faire, d'accord? C'est des tableaux qui vont être donnés pour faire le choix, donc des vitesses, que ce soit pour le soufflage ou pour l'extraction. Les volumes QV, disons les débits d'air QV, en mètres cubes, comment on va les choisir, s'il vous plaît? Comment va-t-on les choisir? C'est la réglementation. Vous devez, par exemple, voilà, vous avez, disons, des débits à faire amener. Donc, en fait, dans chaque local, donc vous avez plusieurs locaux, vous allez faire la somme de tous les débits réglementaires que vous devez avoir, d'accord? Et ensuite, en fin de compte, vous allez, disons, aboutir à un seul débit total, QV, d'accord, qui ont pris en charge donc, par votre ventilateur qui se trouve ici en terrasse, par exemple, d'accord? Donc, vous avez votre ventilateur, par exemple, qui est ici, d'accord? Et ensuite, bien sûr, lorsque vous avez votre ventilateur qui est là, vous avez disons, le volume que vous devez, disons, souffler, qui est en mètres cubes par seconde ou par heure, peu importe, il n'y a pas de problème. Et donc, vous avez ces valeurs. Alors maintenant, comment je vais calculer la section? Ben, tout simplement, c'est clair. Donc, c'est quoi? Je dis, la relation, c'est quoi généralement? C'est QV égale la vitesse multipliée par la section. Bien sûr, si je considère que la gaine a une certaine section S ici. Et donc, je connais le QV, et bien sûr, je connais la vitesse que j'ai choisie. Le QV, c'est réglementaire. Donc, je peux calculer la section de ma gaine que je dois avoir. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est QV sur, sur la vitesse. Pardon, sur la vitesse. D'accord? Et bien sûr, une fois que vous avez ça, la question que je vous pose, est-ce que vous allez avoir une section, disons, normalisée? Alors, j'écoute. Est-ce que vous allez avoir une section normalisée? Alors, qu'est-ce que ça veut dire normaliser d'abord? Mohamed, qu'est-ce que ça veut dire normaliser? Mohamed, est-ce que vous m'entendez? C'est le diamant qu'il y a dans les marchés. Normaliser, voilà, donc c'est un diamètre, par exemple, qui est sur le marché, qui se vend sur le marché. Alors, certainement, la section que vous allez trouver, elle va être théorique. Donc, il faudrait quand même que vous choisissez une section qui sera la plus proche de la valeur théorique que vous avez calculée, d'accord? Bien sûr, par excès, non pas par défaut, c'est-à-dire la plus grande. Jamais la plus petite, parce que sinon vous allez augmenter la vitesse. D'accord? Regarde. Très bien. Maintenant, donc la section en laquelle on verra par la suite en détail comment on fait ça. Et le ventilateur, comment je fais pour le dimensionner, s'il vous plaît? Comment je fais pour dimensionner le ventilateur? J'écoute. Comment je fais pour dimensionner le ventilateur? C'est de calculer le diamètre à partir de la Non, non, là, c'est un ventilateur Bakir. On ne peut pas calculer le diamètre d'un ventilateur. Le choix d'un ventilateur, comment il se fait? En fonction. Pardon? Par rapport à la hauteur. Quelle hauteur? Quelle hauteur manométrique. Manomètre.
Voilà, exactement. Donc, regardez qu'est-ce que vous avez. Donc, en fait, les constructeurs, ils vous donnent toujours les courbes caractéristiques, d'accord, des ventilateurs qui ont donc delta P, soit en pascal, soit en millimètres de Coulomb d'eau, tout ce que vous voulez. Et ici, vous avez en abscisse, vous avez les débits QV en mètres cubes par heure, d'accord? Et vous avez les valeurs de delta P. Alors, bien sûr, ces courbes caractéristiques, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dessiner? Vous les voyez, s'il vous plaît? Oui? Ces courbes, ces courbes caractéristiques, elles sont en fonction de quoi? Elles sont en fonction de la vitesse. Alors, je vais faire, si vous voulez, des courbes un peu particulières parce que ça dépend du type de ventilateur. Vous avez par exemple des ventilateurs qui ont des caractéristiques comme ça, d'accord? Ok? Vous avez des ventilateurs qui ont des caractéristiques comme ça, peu importe. Donc, choisissons le plus simple. On va voir. Supposons que la courbe caractéristique est là, d'accord? Et bien sûr, vous en avez plusieurs. Ça, c'est pour une certaine vitesse du ventilateur, du moteur du ventilateur que j'appelle N1. D'accord? Maintenant, vous avez une autre courbe, disons, caractéristique pour une certaine vitesse N2. Vous avez aussi donc une certaine caractéristique N3 pour une certaine vitesse N3, etc. Donc, vous voyez bien que disons, le delta P qui est délivré par le ventilateur, il est fonction de quoi? De la vitesse de rotation du ventilateur. Donc, maintenant, regardez. Qu'est-ce que je fais? Imaginons que j'ai mon circuit. Alors, le delta P, qu'est-ce qu'il représente, le delta P, s'il vous plaît? Il représente quoi? La hauteur manométrique représente quoi? Cette hauteur manométrique représente quoi? J'écoute. Oui? Elle représente quoi, la hauteur manométrique, s'il vous plaît? J'écoute. La hauteur totale. Oui, mais c'est quoi réellement? C'est les pertes de charge. Oui. La hauteur manométrique, donc le delta P, c'est la hauteur manométrique quand vous voulez. Donc, parce que le delta P, c'est les pertes de charge. D'accord? C'est les pertes de pression, si vous voulez, donc les pertes de charge de pression. Donc, les pertes de charge, donc, dans la gaine. Et bien sûr, ils sont dus à plusieurs facteurs. Vous avez, c'est la longueur, vous avez les coudes, vous avez les éléments que vous avez, les bouches, etc. Donc, vous avez tous les éléments, donc vous avez les pertes de charge que vous devez calculer. D'accord? Et bien sûr, les types de pertes de charge que vous connaissez, c'est quoi? Vous avez fait de l'hydraulique, non? Vous avez lu la mécanique des fluides, je suppose, non? Oui, monsieur, linéique. Et voilà, donc vous avez linéique et singulière, d'accord? Donc vous avez Oui. linéique et vous avez singulière. Donc vous faites la somme, bien sûr, et aussi donc en fait, aussi pour les singularités, c'est très important. Donc singulière, c'est les singularités, linéaire, c'est pour les longueurs, etc. Bon, on y reviendra par la suite. Donc il faut regarder que vous connaissez le QV qui est fixé par l'augmentation, comme on l'a dit tout à l'heure. Le delta P, vous le calculez en fonction de la longueur et de votre installation, des coûts, tout ce que vous voulez, des changements de direction, des changements de diamètre. D'accord? Une fois que j'ai, par exemple, calculé un certain delta P, 0, pour un certain, par exemple, un débit QV0. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour avoir mon point de fonctionnement? Je vais directement pour choisir le type de ventilateur. Ça, par exemple, c'est un ventilateur 3, ventilateur 2, ventilateur 1, peu importe pour moi, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis le QV0 que j'ai ici, une verticale, comme ça, d'accord? Je choisis le delta P0 que j'ai calculé, donc ça, c'est le delta P0, et ça, c'est le QV0. L'intersection ici, que j'ai ici, va me donner ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Le point P, c'est le point de fonctionnement, disons, nominal de fonctionnement de votre installation. D'accord? Point de fonctionnement. D'accord? Et bien sûr, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir maintenant comment dirais-je, le ventilateur qui va me donner, si vous voulez, c'est delta P. D'accord? Celui-ci, je vais choisir la courbe la plus proche. La courbe la plus proche de mon point de fonctionnement P que j'ai ici. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est Oui. clair? Très bien. Donc, vous voyez un petit peu la tâche qui vous attend. Donc, en fait, si vous avez une grande installation, ben, vous risquez de faire beaucoup de calculs. Mais heureusement qu'il y a si vous voulez, les logiciels qui peuvent nous aider
pour faire un calcul. Donc, vous avez aussi donc, des tableurs qui nous aident aussi à faire ce calcul. OK? Donc, c'est cela, disons, la VMC, disons, classique double flux. Maintenant, on arrive à la VMC gaz en habitat collectif. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous comprenez par VMC gaz en habitat collectif? J'écoute. Oui? Alors, qu'est-ce que vous appelez VMC gaz? D'accord? En habitat VMC gaz. D'accord? En habitat collectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que vous lisez, s'il vous plaît? Le principe. Regardez le principe. Lisez le principe. Il est identique à celui de la VMC simple flux auto-hygroréglable. C'est clair, on l'a défini. Conjoint à celui de la VMC gaz individuel. C'est tout à fait normal. Et donc, qu'est-ce que vous ajoutez? Qu'est-ce que vous lisez? Vous avez des chaudières gaz classiques, d'accord? Ici, ou bien des chaudières gaz à condensation. Alors, tout à l'heure, par exemple, lorsque vous avez la VMC dans l'habitat collectif, c'est-à-dire l'air qui est introduit, c'est un air de ventilation pour faire évacuer l'air vicié, les polluants. Donc, un petit peu pour diluer les polluants, pour, disons, avoir un certain confort en matière, si vous voulez, de respiration, d'odeur, etc., etc. Maintenant, dans la VMC gaz en habitat collectif ou individuel, peu importe, alors, vous avez en plus, donc par exemple, si je prends, disons, un local, d'accord, en plus des personnes peut-être qui ont besoin d'air frais, d'accord, j'ai aussi des équipements, d'accord, j'ai besoin des équipements, donc par exemple, vous avez un four, d'accord, vous avez votre cuisinière là, disons pour, comment dirais-je, pour cuisiner, d'accord. Donc vous avez votre cuisinière, vous avez disons des personnes qui sont là, etc. Alors maintenant, le principe c'est quoi? Bien sûr, vous avez aussi des chauffe-bains ou des chaudières murales, par exemple pour le chauffage. Donc vous avez des chaudières murales, etc. Alors ces éléments-là, ils consomment du gaz certainement. Donc vous avez combustion, d'accord? VMC gaz, donc ça veut dire que vous avez certainement une combustion, d'accord? Donc la combustion, c'est quoi? C'est brûler les gaz, certainement pour avoir de la chaleur, d'accord? Brûler les gaz. Donc le gaz naturel, etc. D'accord? Il faut prendre ce que vous voulez. Bien. Alors maintenant, si on regarde ça, vous avez pratiquement plusieurs consommateurs, si j'ose dire. Vous avez besoin d'air frais pour les personnes, d'accord? Et vous avez aussi besoin d'air frais. Donc ça, c'est pour les personnes. Et vous avez donc aussi besoin d'air frais pour les équipements. Les équipements, c'est quoi? Donc en fait, c'est quoi? C'est les chaudières éventuellement, ou les cuisinières, ou tout ce que vous voulez. D'accord? Donc j'ai besoin maintenant des débits supplémentaires pour avoir, si vous voulez, premièrement la combustion, et aussi qu'est-ce que nous devons faire pour faire évacuer, donc une ventilation qui est due au gaz brûlé pour les faire évacuer vers l'extérieur. Donc vous avez des débits supplémentaires lorsque vous avez des chaudières ou des équipements de combustion qui sont installés, ce qu'on appelle, si vous voulez. Alors maintenant, vous avez des chaudières qui sont là. Donc, alors, le premier type de chaudière qu'on a énuméré, c'est une chaudière classique. Le premier, c'est une chaudière classique. Le deuxième ici, c'est ce qu'on appelle une chaudière à condensation. Alors, je pose la question suivante. Quelle est la différence entre une chaudière gaz classique et une chaudière gaz à condensation? J'écoute. J'écoute. S'il vous plaît. Allez. Quelle est la différence? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre une chaudière gaz classique et une chaudière gaz condensation? J'écoute. Bon, lorsque vous avez des chaudières gaz classiques, d'accord? Normalement, lorsque vous avez votre chaudière qui est là, d'accord? Vous avez votre brûleur certainement, d'accord? Donc j'ai mes chaudières, qui est là, d'accord?
Ça, c'est un brûleur. Hein. Normalement, vous avez combustion. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous évacuez les gaz. Donc, vous évacuez les gaz brûlés normalement. D'accord? Les gaz brûlés sont évacués directement vers l'extérieur. D'accord? Soit naturellement, donc par le tirage thermique, soit éventuellement on peut utiliser un extracteur qui va résister à la chaleur. Ça, c'est ce qu'on appelle une VMC gaz classique. Donc, disons, les produits de combustion, les gaz brûlés, sont évacués directement à l'extérieur. En fait, ces gaz brûlés, ils sont à une certaine température que j'appelle par exemple TA. D'accord? OK? Maintenant, il y a un autre procédé qu'on appelle, si vous voulez, VMC gaz à condensation. Alors, par exemple, la température des gaz brûlés, elle se situe peut-être aux environs peut-être de 200 degrés, d'accord? 100, 120, 150, 200 degrés, d'accord? Alors, et généralement, vous avez par exemple la température ambiante, surtout en hiver, bon, je dirais une certaine température extérieure ici, d'accord? Ben, elle est relativement basse par rapport, disons, à la température des gaz brûlés. Bien sûr, si vous rejetez une certaine masse de gaz à une certaine température élevée, ben ces gaz, cette masse, elle va contenir beaucoup d'énergie, donc beaucoup de chaleur, d'accord? Elle contient beaucoup d'énergie, et c'est pas logique, ce n'est pas logique, en fait, de rejeter tous ces gaz brûlés vers l'extérieur, hein, à une certaine température où l'on peut éventuellement récupérer une certaine énergie. Donc, alors, maintenant, on va se poser la question, il faut avoir fait le cours de combustion, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque vous avez, par exemple, la combustion, d'accord? La combustion. Alors, qu'est-ce qu'on brûle? On brûle un hydrocarbure. Donc, vous avez le cyane, HN, d'accord? Bien sûr, vous lui ajoutez de l'oxygène pour qu'il brûle. Alors, le résultat, c'est quoi? Vous allez avoir de la chaleur, certainement, d'accord? Vous allez avoir de la vapeur d'eau, H2O, et bien sûr, vous allez avoir du CO2 si la combustion est complète, tout simplement. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est cette vapeur d'eau qui a une température élevée. D'accord? C'est cette vapeur d'eau, ici, qui a une température élevée. Ben, cette vapeur d'eau qui est contenue dans les gaz brûlés à une certaine température assez élevée, elle contient de l'énergie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer l'énergie qui est contenue dans cette eau. Alors, comment je fais? Cette eau qui est ici, donc, pour récupérer, il faut la condenser tout simplement. Donc, qu'est-ce que je fais? Cette vapeur d'eau qui se trouve, donc, je vais la condenser. D'accord? Bien sûr, la condenser, je suis obligé d'utiliser quoi? Un échangeur de chaleur. Donc, ici, à la sortie des gaz, normalement, je vais utiliser un échangeur de chaleur. D'accord? Je vais utiliser un échangeur de chaleur que j'ai ici. D'accord? C'est juste comme un radiateur de voiture, par exemple. D'accord? Donc, je vais avoir, si vous voulez, un échangeur. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est des tubes comme ça. Et bien sûr, je vais avoir éventuellement donc une eau qui va à température, si vous voulez, T2, d'accord? Et elle va ressortir donc de ce côté réchauffé, donc je vais appeler T3. Et bien sûr, T3 va être supérieur à T2. Et bien sûr, l'eau que vous avez ici, l'eau qui est contenue dans la combustion, le fait qu'elle cède sa chaleur, je vais faire en sorte quoi? Qu'elle se condense. Donc, elle se condense. Donc, cette eau que vous avez dans les gaz brûlés ici, elle va se condenser, ensuite elle est évacuée. Donc, je lui soutirerai sa chaleur et elle se condense, je vais la rejeter directement vers l'égout. D'accord? Voilà ce qu'on appelle, si vous voulez, des chaudières à condensation. Donc, on fait des chaudières à condensation, c'est quoi? On améliore le rendement de ces chaudières en faisant condenser la vapeur d'eau qui est contenue dans les gaz brûlés. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Est-ce que c'est clair? J'écoute. Oui. Monsieur, Oui.
Ce type de chaudière, il s'appelle chaudière à ventouse. Non, 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 khati, khati, khati. Donc, on les appelle aussi chaudières à ventouse, mais en fait, c'est des chaudières à condensation. On récupère, il y a bien sûr, on va les voir tout à l'heure, d'accord? Donc, vous avez des chaudières, la ventouse avec autre chose, d'accord? Mais les chaudières à condensation, on récupère la chaleur, que ce soit chaudière à ventouse ou chaudière classique avec un échangeur de chaleur, tout ça. C'est clair? Oui, monsieur. C'est bon? Voilà. Ah, maintenant, donc, vous avez ici bon, les bouches d'extraction, donc il n'y a pas de problème. Donc, en fait, vous avez la réglementation. Maintenant, vous avez des conduits. Donc, les gains, ce sont des conduits horizontaux. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire aluminium gaz? Donc, vous avez les nuances de la 5 ou de la M1. D'accord? Vous avez les épaisseurs donc, qui vous ont indiqué aussi, etc. D'accord? D'accord. Et donc, ne pas oublier dans ce cas-là, surtout de garantir un bon écoulement de condensation. C'est-à-dire, il faut faire évacuer l'eau que vous avez condensée, donc, etc. OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Voilà un petit peu donc le schéma un petit peu donc, que vous avez, d'accord? Donc, en principe, qu'est-ce que vous faites? Vous avez la pente ici, vous avez une certaine pente de ce côté, pour faire évacuer les eaux de condensation vers l'égout que vous récupérez ici dans un entonnoir, tout simple. On continue? Oui? Très bien. Donc, voilà un petit peu le schéma que vous devez avoir pour voir si vous voulez, disons, avoir un bon écoulement de l'eau, etc. OK? Voilà. Bien sûr, il y a un petit schéma sur le côté là, d'accord, qui est important, mais en fait, il faut d'abord connaître la technologie, comment sont fabriquées ces gaines. Ce genre de gaine que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle une gaine spiralée. Donc, c'est une spirale, donc c'est comme un escargot, et vous faites comme ça, donc vous avez une tôle qui est spiralée pour former la gaine. Bien sûr, à un certain moment ici, lorsque vous avez ici, elle est agrafée. Sur ce côté-là, vous avez des agrafes, ce qu'on appelle des agrafes. D'accord? Vous avez des agrafes. OK? Alors, vous avez deux possibilités d'agrafer. Donc, ici, par exemple, si ça c'est l'intérieur, si vous avez les gouttes d'eau qui sont sur la gaine, la paroi de la gaine, il ne faut pas quand même qu'elle remonte et qu'elle se ressort de ce côté pour s'écouler vers l'extérieur. Donc, ça, c'est pas possible, l'eau ne peut pas remonter. Mais si vous faites ça, l'eau, elle peut remonter comme ça et ressortir. Donc, l'eau, si vous la condensez dans ce sens, elle risque de remonter, ressortir comme ça et tomber à l'extérieur, chose qu'il faut éviter. D'accord? C'est pas admis ce genre d'agrafage parce que vous avez, par exemple, des chaudières à condensation, tout ça. D'accord? Voilà. Alors, on a parlé la dernière fois, donc en fait, c'est les installations VMC 3CE. Alors, c'est quoi? Disons les installations VMC 3CE. Vous avez la définition devant vous. En fait, la VMC 3CE, oui, j'écoute, allez-y, allez-y, allez-y. Mais monsieur, c'est une installation de VMC gaz collectif classique avec une conduite collective pour chaudière étanche. Étanche, voilà. Donc, vous l'avez ici. Donc, le premier C, il y a 3 C. Il y a 3 C, donc c'est pour ça qu'on l'appelle 3 C. Vous avez 3 C qui sont là. Donc, conduit, collectif, le deuxième C. Et le troisième C, vous avez chaudière. Le E, c'est pour étanche. D'accord? Donc, vous avez 3 CE, donc conduit, collectif, pour chaudière, étanche. 3 C. D'accord? Alors, disons, qu'est-ce que c'est que ce type d'installation? C'est tout simplement, vous avez un conduit intérieur d'évacuation des produits de combustion qui fonctionne en tirage naturel, et vous avez un conduit extérieur d'amener d'air aux chaudières étanches qui comprend une turbine. Une turbine d'aspiration, c'est en général, si vous laissez, c'est un petit ventilateur tout simplement. D'accord? Et on la voit ici. Donc, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît? Vous avez un conduit intérieur qui est là, et vous avez un conduit extérieur qui est là. Et ici, vous avez des raccordements. Vous avez des raccordements des chaudières. Vous raccordez le gaz hydraulique, vous raccordez vos chaudières comme ça. Lorsque vous êtes dans un appartement à chaque étage, vous avez des raccordements qui se font de cette façon, tout ça. D'accord? C'est clair? C'est pas sorcier en fait, d'accord? Et pourquoi étanche? Parce qu'elles n'ont aucun contact avec l'air ambiant, d'accord, du local
où est installée la chaudière. Il n'y a aucun contact. Il n'y a aucun contact. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? C'est Est-ce clair, que, monsieur. est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Alors justement, là, on aborde un autre sujet, d'accord? Ce qu'on appelle la ventilation mécanique asservie pour ERP. Alors, qu'est-ce que vous comprenez dans le terme ventilation mécanique asservie pour ERP? Bon, ventilation mécanique, c'est clair, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire asservi? J'écoute. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire asservi? Regardez le schéma. Pour le public, monsieur. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire asservi? Donc, regardez. Pardon? Pardon, ça a Elle été est, bip? elle est Allez-y, partagée allez-y. pour le public. Non, non, monsieur, elle n'est pas partagée. C'est-à-dire que vous faites actionner votre ventilation en fonction des besoins locaux dans les zones précises. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des certains locaux tels que vous voyez ici, donc vous avez peut-être un bureau ici, un bureau à côté, tout ça. Donc tout ce qui est les débits d'air que vous soufflez, ils sont en fonction des zones où vous êtes. Ils sont en fonction des zones où vous êtes. Donc ça peut fonctionner ici, ça ne peut fonctionner ici. Donc vous modulez, le terme assuré, c'est que vous modulez donc, votre ventilation en fonction des besoins des occupants que vous avez. D'accord? Voilà ce qu'on appelle, si vous voulez, une ventilation, disons, asservie. Les ERP, c'est quoi? C'est des établissements qui reçoivent du public. ERP, c'est établissement recevant du public, tout ça. D'accord? Donc c'est collectif. D'accord? Voilà qu'est-ce que ça veut dire. Alors maintenant, donc en fait, vous voyez un petit peu maintenant la méthode normalisée de conception des VMC collectives. D'accord? Donc en fait, c'est les calculs. D'accord? Et bien sûr, vous avez les DTU, donc les documents techniques unifiés réglementaires, qui vous indiquent comment extraire, par exemple, l'air vicié, etc. D'accord? OK? Mais vous n'avez pas, par exemple, une dimension aérolique des réseaux. Donc, c'est un réseau aérolique. D'accord? Et aussi, donc, vous avez le calcul aérolique qui doit se faire en fonction de ces normes. D'accord? Mais aussi, vous devez vérifier aussi les dispositions de la NRA. Donc, c'est quoi la NRA? D'accord? C'est une norme acoustique. D'accord? C'est une norme acoustique en matière de bruit. Il ne faut pas quand même que ça fasse énormément de bruit, etc. OK? C'est bon là? Ah, bien sûr, on a vu, donc en fait, pour la détermination des débits, donc on avait dit que c'était réglementaire. Vous avez par exemple les débits qui sont en fonction, donc en fait, des besoins des occupants, etc. Donc en fonction du type de logement, etc. Ça, bien sûr, ça c'est pour, donc en fait, c'est individuel ou bien, si vous voulez, collectif. OK? Donc, première des choses, c'est qu'il faut calculer les débits maximum, donc susceptibles d'être extraits du logement à partir des tableaux suivants, donc des études, etc. Donc, vous avez un tableau ici, donc voilà, donc vous avez tout modèle, donc en fait, vous calculez, donc on a vu ça les tableaux précédents, d'accord? En fonction des nombres de pièces principales, en fonction des sanitaires, en fonction des cuisines, etc. D'accord? Vous avez tout ça. Donc, vous avez des débits, mais regardez aussi, donc, ça, c'est lorsque vous n'avez aucun appareil gaz. Donc, en cas d'absence d'appareil gaz, vous voyez les débits qui sont indiqués que vous devez considérer. D'accord? Maintenant, lorsqu'en présence d'appareils gaz raccordés, donc si vous avez une chaudière, etc., et plus une salle d'eau, donc qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez vous avez un débit supplémentaire QG, donc c'est le débit pour le gaz, etc. Okay? Et un débit supplémentaire de 15 mètres cubes par heure concernant, si vous voulez, un supplément en sanitaire, etc. Donc, ne pas oublier, lorsque vous avez
équipements gaz d'ajouter les débits supplémentaires qui doivent être pris en compte par votre installation. C'est ça, c'est bon là? D'accord? Bon, on a vu ce tableau déjà, je suppose, donc en fait, on peut s'en passer. Ok? Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? J'écoute. J'écoute. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On continue pour terminer. Donc, regardez maintenant. Je la chose de toute façon, d'accord? Donc, en fait, la première des choses, c'est qu'on élabore ce qu'on appelle un tracé unifilaire du réseau d'extraction. Qu'est-ce que c'est qu'un tracé unifilaire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est qu'un tracé unifilaire, une installation? Bon, supposez par exemple que vous avez plusieurs locaux à alimenter. Donc, j'ai le premier local qui est là, d'accord, regarde. J'ai un deuxième local peut-être qui est ici. J'ai un troisième local qui peut être là. J'ai un quatrième local qui peut être ici, d'accord? Ben, écoutez, ces locaux, je suis obligé de les raccorder. Donc, en fait, j'ai besoin, par exemple, si vous voulez, d'un ventilateur et j'ai besoin d'une gaine. Bien, je trace le réseau unifilaire. Donc, je fais juste comme si c'était un fil comme ça, d'accord? C'est ce qu'on appelle le réseau unifilaire que j'ai ici, d'accord? Voilà, c'est ce qu'on appelle le réseau unifilaire. Donc, je n'ai pas représenté le diamètre de la gaine, ni la section de la gaine, etc. Je n'ai qu'un tracé, parce que je n'ai pas encore dimensionné exactement. Et bien sûr, qu'est-ce que je fais ensuite? Si je pars, par exemple, d'un point d'entrée que j'appelle A, d'accord? Vous avez votre ventilateur, d'accord? Okay. Ça, c'est les bouches de soufflage d'air neuf. Le réseau d'extraction est le même en principe, d'accord? Vous avez le soufflage d'air neuf qui est là. Alors, bien sûr, je dois connaître, par exemple, ça, c'est le réseau 1. Ça, par exemple, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 4. D'accord? Donc, je pars d'un point A. Je mets un point B ici pour le T. Je mets un point C ici pour le T. Je mets aussi un point, disons, D pour le T que j'ai ici. Ben, écoutez, maintenant, j'ai plusieurs tronçons. D'accord? J'ai plusieurs réseaux que je dois avoir. Donc, par exemple, si je prends celui-ci, j'ai le réseau AB1. Donc, le premier réseau, d'accord? C'est le réseau, je vais de A. Ensuite, je vais de A et je vais jusqu'à A pour alimenter. Ensuite, j'ai le réseau, un autre réseau. Par exemple, c'est A, B, C, 2. Donc, vous avez un réseau aussi. A, B, C2. D'accord? Ensuite, vous avez un autre réseau. A, B, C, D, 3. Donc, vous avez A, B, C, D, 3. Ensuite, j'ai l'autre réseau. Donc, en fait, c'est quoi? C'est A, B, C, D4. En fait, j'ai quatre réseaux. J'ai 4 réseaux. Et tous ces réseaux, s'il vous plaît, tous ces réseaux doivent être dimensionnés. Donc, je dois calculer le diamètre de toutes ces parties qui se trouvent ici. D'accord? Et bien sûr, on ne pourra le faire que si l'on choisit les vitesses, comme on a vu la dernière fois. Donc, premièrement, pour si vous voulez, disons, dimensionner tous ces réseaux-là, il faut connaître les débits QVI de chaque réseau. Donc, QV1, QV2, QV3, QV4. D'accord? Et aussi, j'ai besoin de connaître les vitesses VI dans chaque partie du tronçon ou du réseau que j'ai. Donc ça, c'est un tracé unifilaire pour montrer le schéma de principe de mon installation. D'accord? Ensuite, pour le dimensionner, je suis obligé de choisir les vitesses, comme tout à l'heure, et je suis obligé de choisir disons, de calculer, déterminer les débits, etc. D'accord? OK? Et bien sûr, bon, on verra par exemple aussi un point très important qu'on doit aborder, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage. Donc, on en parle ici. Donc, en fait, il faut qu'il y ait quand même un équilibrage, d'accord, pour que, disons, l'installation puisse fonctionner normalement. Donc, ici, par exemple, on vous dit donc on traînasse
Donc, les diamètres sur la constante sont par lui. Donc, vous avez des vitesses peut-être de 6 mètres par seconde. Disons, les connaître par la suite à travers des tableaux selon chaque application que vous avez. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? J'écoute. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. Personne ne m'a répondu. Personne ne m'a répondu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez compris maintenant, donc, qu'est-ce que c'est qu'un schéma unifilaire et comment, si vous voulez, je suis obligé de choisir, par exemple, les vitesses à l'entrée, par exemple, d'accord? Je choisis la vitesse à l'entrée. Je choisis, par exemple, ici, la vitesse entre le tronçon A et le tronçon B, je suis obligé de la choisir. Donc, je suis obligé de choisir, par exemple, la vitesse VAB. Je suis obligé aussi de choisir la vitesse V1, d'accord? Je suis obligé de choisir donc la vitesse ici. Pardon. Je suis obligé de choisir la vitesse aussi VBC. Je choisis la vitesse V2, donc ça c'est V1, donc ça c'est VAB. Je suis obligé aussi de choisir donc la vitesse ici VCD. Je suis obligé de choisir la vitesse VD3. Je suis obligé de choisir aussi la vitesse VD4. D'accord? Vous voyez bien que... Monsieur, Oui. monsieur, on choisit la vitesse selon quoi? Justement, on va avoir des tableaux. C'est selon, si vous voulez, disons, l'application que vous avez et aussi les bruits que ça peut générer. D'accord? Regarde. D'accord. Oui, monsieur. Par exemple, si vous avez par exemple des ventilations, vous avez disons des personnes qui doivent faire un travail, si vous voulez, bien pensé. Il ne faut pas quand même que la vitesse, l'écoulement de l'air dans la gaine puisse faire beaucoup de bruit. Donc, on doit choisir des vitesses qui sont relativement faibles. Par contre, si vous êtes dans un atelier, une usine, peu importe, on va choisir des vitesses très élevées. On va voir, elles peuvent varier de 2 mètres jusqu'à 15 mètres par seconde. D'accord? Vous voyez un petit peu, regardez ici. C'est que ici, par exemple, vous avez des vitesses qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres par seconde, donc dans des types de gains bien précis, etc. Donc, les tableaux, donc, on va les voir par la suite. On va les voir par la suite. D'accord, Kébé? Oui, monsieur, merci. Je vous en prie. Zédo? Oui? Alors? Alors? Ah, justement, là, ce point-là, il est très important. Ce point est très important. C'est ce qu'on appelle la vérification du dimensionnement. Donc, en fait, bien sûr, il doit satisfaire les exigences acoustiques. Il ne faut pas qu'il fasse trop de bruit. D'accord? Et bien sûr, maintenant, vous avez donc ici tout ce que vous avez comme ils ont une équation, donc une inégalité à vérifier. D'accord? Regarde, c'est très important. Donc, vous avez donc dP1 inférieur à PVMC1, PVMC2, etc. D'accord? Donc, en fait, regardez qu'est-ce que vous avez. Cette équation, qu'est-ce qu'elle veut dire? On parle de la bouche la plus défavorisée du réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la bouche la plus défavorisée? C'est-à-dire, en fait, soit pour l'entrée, soit pour la sortie, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire la bouche la plus défavorisée? Oui, La plus grande. j'écoute. Non, non. La bouche la plus défavorisée, Plus c'est loin. Plus loin. Loin. C'est pas automatique, c'est pas automatique. On peut avoir peut-être la plus loin, mais en fait, la plus défavorisée, celle qui présente un delta P le plus grand. D'accord? C'est la bouche sur le réseau qui représente la perte de charge la plus importante. D'accord? Voilà ce qu'on appelle donc perte de charge importante. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, un réseau défavorisé. C'est celui qui présente la perte de charge la plus importante, tout simplement. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Par exemple, si vous prenez par exemple de l'eau et que vous versez sur le sol, comment il va s'écouler? Il va choisir le chemin le plus simple. C'est naturel, n'est-ce pas? Oui ou non?
Oui, monsieur. Oui ou non? Il va choisir le chemin le plus simple. Donc, il va choisir le chemin qui présente le moins de résistance, donc le moins de perte de charge. Et qu'est-ce que vous risquez d'avoir? Par exemple, si vous avez, par exemple, le circuit qui présente le moins de résistance, eh ben, les autres circuits ne vont pas être alimentés du tout. Et ça, c'est un point très important dans les installations de conditionnement d'air, les installations de ventilation et tout ce que vous voulez. Il faut toujours veiller à ce que votre installation, votre réseau soit équilibré. Donc, équilibré, c'est quoi? C'est que chaque réseau présente la même perte de charge à peu près, quel que soit le réseau que vous avez. Donc, en fait, regardez, si je prends ce réseau de l'Oulada, il a un certain delta P 1, d'accord? Si je prends le réseau ADA, il a un certain delta P 2. Si je prends celui-ci, c'est un delta P 3, d'accord? Et si je prends celui-ci, il a un delta P 4. Donc, en fait, on peut dire que, par exemple, tout de suite, on dit que delta P3, peut-être c'est le plus important. Le circuit le plus favorisé, c'est le delta P1. Donc ici, donc vous avez donc vous avez le delta P1 qui est ici, d'accord? Donc c'est ce circuit. Il faudrait toujours veiller à ce que les delta P soient identiques. Donc vous calculez les pertes de charge dans chaque tronçon, dans chaque réseau. Et s'il y a une grande différence en général, à peu près, disons, jusqu'à 10-15% supérieure entre la différence entre les delta P, le réseau peut être sur le déséquilibre. On est obligé d'équilibrer le réseau. Alors, comment on fait pour équilibrer un réseau, s'il vous plaît? Comment fait-on pour équilibrer un réseau? J'écoute. Comment fait-on Donc, c'est une histoire de pression. D'accord? Supposons que je prenne, par exemple, le delta P1 et le delta P3 et que je trouve le delta P3, d'accord, il est plus grand que le delta P1. C'est tout à fait normal. Ça dépend de ce que vous avez. De toute façon, c'est pas là. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faudrait que j'ajoute des singularités pour avoir en sorte que delta P3 à peu près égal à delta P1. Donc, qu'est-ce que je suis obligé d'ajouter? Je vais ajouter des pertes supplémentaires. Donc, on va ajouter des pertes supplémentaires, d'accord, au circuit le plus favorisé. On va lui ajouter des pertes supplémentaires en ajoutant, par exemple, des singularités, des registres, ok, des diaphragmes pour, disons, créer des pertes de charge supplémentaires dans le réseau le plus favorisé. D'accord? Et c'est comme ça. Et à chaque fois maintenant que vous avez un réseau qui est équilibré, eh ben, chaque tronçon recevra le débit d'air nécessaire dont vous avez besoin. Et ça, c'est des problèmes concrets. On a eu beaucoup de cas, par exemple, dans les installations réelles, où les gens se plaignent qu'il n'y ait pas d'air suffisant en bout de bouche de soufflage. Donc, une chambre, par exemple, d'hôtel peut ne pas recevoir une quantité d'air suffisante si le réseau n'est pas équilibré, si votre installation n'est pas équilibrée du tout. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? J'écoute. J'écoute. Vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Non. Non, pas du tout? Alors, on vous remercie. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, bon courage, d'accord? Allez, au revoir. C'est bon? D'accord, Oui, merci. monsieur, merci. Allez, au revoir. Mais si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de questions à poser, allez, bon courage les jeunes, allez, au revoir.